Bon, en début d'année, au moment de la présentation des F1, on évoquait la marche suivante pour Aston Martin. C'était aller chercher Red Bull et aussi quelques victoires puisque les podiums c'était fait. Et depuis, c'est pas passé grand-chose. Et j'en parle même assez rarement dans les Fast Five. Et pourtant, Lawrence Stroll, il est en train de construire une équipe d'Avengers qui a les moyens de faire très mal. Alors aujourd'hui, Aston Martin, ça équivaut un peu à ce qu'était Renault pendant quelques années au championnat. Ils sont trop loin pour se battre avec ceux de devant, mais ils sont suffisamment loin pour pas trop se faire embêter par ceux de derrière. Le constat fait quand même assez mal vu les ambitions de Lawrence Stroll et des moyens qui sont mis en œuvre jusqu'à présent. D'ailleurs, Lawrence Stroll place malgré tout ses petites billes, usines, recrutement, partenariats et j'en passe, et franchit petit à petit certains obstacles, mais évidemment, d'autres embûches sont aussi sur le chemin. Et malgré tout le génie et le talent que l'on reconnaît à Adrian Newey, il n'est pas magicien pour autant, ce n'est pas lui seul qui va résoudre tous les problèmes. Mais Aston Martin vient aussi d'envoyer un message à tout le monde avec ce recrutement en disant « Bonjour, ça va faire mal ». Bon alors reprenons l'histoire depuis le début si vous le voulez bien. Courant 2018, Vijay Mallya, l'excentrique milliardaire indien, propriétaire justement de Force India, a eu quelques tout petits problèmes, quelques petits pépins avec la justice de son pays d'un point de vue pognon, globalement. Bizarre. Je vous fais pas l'histoire, mais à la fin, c'est Lawrence Stroll qui se débrouille pour récupérer une écurie de Formule 1 pour pas très cher. Né donc des cendres de Force India Racing Point, et un petit peu plus tard, Lawrence Stroll va aller encore plus loin en rachetant suffisamment de parts pour prendre le contrôle de la marque Aston Martin. Et comme il a déjà une écurie de Formule 1, retour d'Aston Martin en Formule 1 du coup, on va pas se prendre la tête. Alors ça fait le ménage dans l'écurie, on vire Otmar Szafnauer, on recrute Sebastian Vettel, on commande une usine ultra moderne qui va sortir de terre à coût de 200 millions de livres sterling et on se met au boulot. On va choper même Dan Fallows, qui est le second d'Adrian Newey à l'époque chez Red Bull. Entre-temps, la voiture progresse, Vettel prend sa retraite et on se permet de s'offrir un petit Fernando Alonso qui sentait la merde arriver chez Alpine. Dans l'écurie, on retrouve un certain Mike Krack qui avait fait de la Formule 1 dans les années 2000 notamment. Il était ingénieur de Sebastian Vettel notamment, je crois. On retrouve un certain Martin Whitmarsh, team principal de McLaren au début des années 2010. Bref, ça prend un peu. 2022, grosse remontée, surtout en fin de saison, ça jouait plutôt en haut, après avoir démarré relativement bas. 2023, ça tape direct des podiums de l'enfer, personne n'y croyait, quand bien même on avait eu quelques signes un peu précurseurs en essais hivernaux. On se dit « Waouh, Aston Martin, ça part bien ». Puis en milieu d'année, l'équipe prend une mauvaise direction de développement, se paume, les rivaux continuent de progresser et donc Aston tombe petit à petit dans le classement. Et cette année, vu le step fait par Aston Martin en début 2023, on s'était dit qu'il pouvait peut-être faire un autre gros step en début de saison, mais non. La voiture est tout juste bonne pour une P5 constructeur et pire, ça régresse en ce moment même, car une nouvelle fois, l'équipe a pris une mauvaise direction dans le développement de sa voiture. On a donc vu une courbe relativement ascendante depuis le début 2022, faut dire que ça a commencé relativement bas, on va être honnête, puis là ça stagne en fait, ça donne une impression de régression, puisque les autres avancent, parce que c'est ça la logique, quand tu avances tu te bats avec les autres donc ça va, mais dès que tu t'arrêtes, terminé, t'as l'impression de régresser. Leur championnat il est quasiment joué, 40 points à rattraper pour VCarb, c'est quasiment impossible parce que à la régulière il n'y a que 2 places et 3 points à marquer de possible. Toutes les autres places sont prises par une voiture du Big Four, comme j'aime l'appeler, quand évidemment Sergio Pérez fait pas mumuse avec les Sauber. Et puis bon, si on regarde devant, Mercedes pointe à 218 points, oui, c'est loin devant pour eux, au constructeur, avant Bakou et les 8 Grands Prix qui restent. Ça risque d'être relativement complexe, on va pas se le cacher. Alors attention tout de même à certains coups d'éclat, faut pas baisser sa garde non plus, même le rythme des VCarb est pas trop mal à certains moments, donc faut faire gaffe. Logiquement, on voit donc un Fernando Alonso un peu résigné, passablement irrité, un peu impuissant, qui échoue à 1 seconde d'une Williams en piste à Monza, mais à 1/10 d'une Haas qui était loin devant avec une pénalité de 10 secondes. Bref, oui, pendant le tour de décélération, ça reste muet, mais vraiment muet, ça roule passablement vite pour rentrer à la maison et en finir parce que là, ça commence à être vraiment lourd. Bref, Aston Martin est sur une sorte de plateau, n'arrive pas à péter cette sorte de plafond de verre, comme on dit, pour enfin progresser, mais tout ça risque d'arriver dans pas si longtemps. Du moins, les moyens sont réunis petit à petit par Lawrence Stroll pour que ça se passe.
Bon, on l'a vu en termes de résultats pour le moment, Aston Martin, ça stagne, mais en coulisses, par contre, ça roule mais alors très fort pour aller vers l'indépendance et construire un vrai top team. 2026, Aston Martin sera propulsé par un moteur Honda. Leur nouvelle soufflerie est en train de se calibrer en ce moment même. On a recruté des stars absolument incroyables pour construire une voiture de folie. Le potentiel humain et technique est monumental. Ça avait été annoncé il y a un moment, mais oui, Aston Martin Honda, ça fait peut-être un peu bizarre au tout début, bien qu'on oublie souvent que les Formule 1 sont propulsés par des moteurs Mercedes et que les voitures de route aussi, pour certaines en tout cas. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ne pas tout faire à la maison plutôt que de prendre un moteur à l'extérieur? Bah oui, pourquoi pas faire une Aston Martin, juste Aston Martin? Parce que en fait, ça coûte quand même une blinde à produire, qu'il faut des moyens techniques et surtout humains qui sont colossaux. Et c'est souvent mieux d'avoir une expertise en sport auto, voire en Formule 1 sur les dernières années, notamment en tout ce qui concerne avec le moteur. Viry-Châtillon et le moteur Renault, ça coûte très cher pour 2026 et c'est notamment un des arguments pour arrêter les activités F1. Du côté de chez Audi, il y a des moyens financiers et techniques, certes, mais ça recrute à tour de bras, peut-être pas aussi vite qu'on l'aurait voulu, ce qui met un petit peu en ballottage l'arrivée en F1 un peu plus que prévu, quoi. Aston Martin F1, c'est anciennement Jordan, une écurie de Formule 1 qui fait des châssis, qui fait pas des moteurs. À l'origine, quand Stroll a racheté l'écurie, ça a toujours fait quelques résultats avec très peu de moyens. C'est une écurie modeste à la base. Et aujourd'hui, dans l'écosystème Formule 1, il faut au moins la même chose que leur nouvelle usine pour se lancer dans la course au moteur. Et c'est ce qu'est en train de faire notamment Red Bull avec le soutien de Ford justement. Et Red Bull, ils n'ont pas commencé à faire des moteurs au bout de la 4e saison. Ça fait 20 ans qu'ils sont déjà là et qu'ils ont du succès, etc. Qu'ils ont entre guillemets débloqué la compétence et accumulé assez de crédits pour s'offrir leur propre moteur si vous préférez. En ce moment, je suis en train de jouer à Star Wars Outlaws, donc du coup, crédit, tout ça, voilà, vous comprenez. Bon alors l'avantage de prendre Honda, c'est que Aston Martin sera indépendant de tous les concurrents présents sur la grille, donc ils pourront dessiner et concevoir eux-mêmes leur train arrière et leur boîte de vitesse, contrairement à aujourd'hui, où ils prennent les éléments de chez Mercedes. Ils auront donc alors une plus grande liberté. Sauf qu'avec la liberté vient en règle générale le risque. Rien ne garantit de ne pas avoir une saucisse concernant le moteur. Ceci étant dit, Honda est en Formule 1 maintenant depuis presque 10 ans, ça commence à faire. C'est même devenu l'un des meilleurs moteurs de la grille, donc on a un historique qui fait un petit peu moins peur, qui te permet de t'asseoir sur quelques bases. Et contrairement à avant, ce n'est plus directement Honda qui va s'occuper des moteurs, mais plutôt HRC. En fait, c'est un peu le même délire que Viry-Châtillon avec le groupe Renault. C'est plus qu'un département spécifique chez Honda, c'est vraiment une filiale, voire presque une entité quasiment à part. Sauf que le CEO et le management n'est pas censé mettre le nez dans ses affaires et laisser les gens qui savent faire de la Formule 1. Tu vois, voilà. Donc les gens qui sont chez HRC, ils savent faire de la Formule 1. On les laisse tranquilles et c'est pas le CEO de Honda qui va dire on fait pas comme ça. Parce qu'avant chez Honda, c'était le conseil d'administration, le CEO qui prenait les grosses décisions pour la F1, d'où par exemple le retrait de la Formule 1 fin 2021, qui a été avorté depuis, évidemment. Donc HRC va avoir une vraie gouvernance en synergie avec le monde de la Formule 1 et ça permettra une stabilité et une construction d'un partenariat vraiment intéressant pour Aston Martin. Puis peut-être que derrière ça va dériver un petit peu vers des Aston Martin Honda de route, qui sait, voilà, on verra. Alors du côté d'Aston Martin, à Silverstone, on a 2 nouveaux bâtiments, plus du 3e qui est déjà là, qui viennent de sortir de terre pour compléter le campus. Les employés ne s'y sont pas encore tous installés, il y a encore de l'aménagement à faire pour rendre tout ça opérationnel, mais c'est pour bientôt. Alors dans ces bâtiments se trouve notamment la nouvelle soufflerie. C'est la première nouvelle soufflerie depuis près de 20 ans en Formule 1. Si on compte évidemment pas les modernisations, etc. qu'on a eu ces dernières années, on note aussi que se trouve un nouveau simulateur dans ce bâtiment, où pareil, ça rigole pas, et je vous rappelle que le simulateur, c'est aussi là que se fait le plus gros du travail pour un pilote, notamment sur l'amélioration de la voiture, les setups, etc. Bref, le simu aujourd'hui, c'est hyper important. Alors jusqu'à présent, Aston Martin utilisait la soufflerie de Mercedes, et ça avait donné lieu à une situation assez inédite avec la fameuse Mercedes Rose de 2020, mais le plus gros problème pour eux, c'est qu'ils ne pouvaient pas utiliser cette soufflerie quand ils le voulaient, et en général, ils venaient bosser le week-end. Eh oui. Là, il va y avoir un gain de temps et surtout, ils pourront utiliser la soufflerie comme bon leur semble, de la manière dont ils veulent, etc. Alors cela leur permettra aussi de changer le process de travail et de développement qui, pour le coup, résulte aujourd'hui d'une mauvaise direction et donc d'une mauvaise performance en piste.
Donc encore une fois, ça sera tout bénef pour eux. La nouvelle soufflerie sera opérationnelle pour la fin de l'année ou peut-être un petit peu avant. Donc le plus intéressant, c'est que la voiture de 2026 d'Aston Martin sera développée dans cette usine toute neuve à 100%. Et ça, c'est méga important vu l'enjeu et le peu de temps qu'il y a pour cette nouvelle réglementation et construire une Formule 1. Et alors oui, très certainement que toutes ces installations ont convaincu Adrian Newey de rejoindre les Verts pour les années à venir. Encore une fois, on parle beaucoup de lui, mais malgré tout son talent et tout son génie, il ne va pas claquer des doigts et hop, la voiture va aller 2 secondes plus vite au tour. Enfin bon, il va pas oublier tout ce qu'il a appris chez Red Bull non plus, hein, donc bon, oui, il y a moyen d'y avoir un gain d'un coup, voilà. Mais sur le long terme, c'est ça le plus intéressant. Chez Aston Martin, on compte Enrico Cardile qui prendra donc la direction technique de l'équipe. Il était directeur du châssis chez Ferrari avant. On peut aussi parler de Andy Cowell, qui prend la place de Martin Whitmarsh en tant que CEO. Cowell, c'est un peu le papa des moteurs Mercedes qui ont mis la volée à absolument tout le monde en 2014. Voilà, d'accord, donc vous comprenez un peu le truc. On retrouve aussi un certain Eric Blandin qui est passé par Red Bull, Ferrari et plus récemment Mercedes en tant que chef aéro jusqu'à fin 2021 à peu près, avant de rejoindre Aston Martin. Et puis on en a déjà parlé, mais on a aussi la présence de Dan Fallows qui était un peu le second d'Adrian Newey et qui est arrivé l'année dernière, je crois, chez Aston Martin. J'arrive plus à me faire la timeline, peut-être 2022, enfin bref, je sais plus. Donc ouais, il n'y a pas que Adrian Newey et surtout la vraie question, c'est comment il sera intégré dans les process pour à la fois tirer le meilleur de lui et en même temps tirer le meilleur des autres et que tout cela fonctionne en synergie. Alors oui, Newey passe sur le fait de travailler et pour Ferrari et avec Lewis Hamilton, chose qu'il regrette légèrement comme il le disait dans le podcast Beyond the Grid il y a quelques mois. Il disait aussi qu'il regrettait de ne pas avoir travaillé avec par exemple Michael Schumacher ou Fernando Alonso. Alors beaucoup interprètent sa venue chez Aston Martin comme étant de l'avarice avec un gros chèque de la part de Lawrence Stroll. Le chèque doit effectivement être bien sympa je suppose, mais moi, je vois quand même plus quelqu'un de réfléchi qui croit dans un projet qui est titanesque sans devoir aller vivre en Italie à 65 ans et bouger, etc. C'est dommage évidemment qu'il n'aille pas chez Ferrari, oui, ça aurait été extraordinaire, mais peut-être que l'aventure Aston Martin lui donne à lui plus de confort de vie, tout en sachant qu'il a plus grand chose à prouver, mais aussi qu'il devra quand même battre Ferrari et Lewis Hamilton, et la compétition, c'est aussi ça qui est intéressant. Alors un peu comme pour Williams, le projet Aston Martin est en très bon chemin pour devenir un top team. Sauf que chez Aston, vous l'avez compris, on est beaucoup plus en avance. Là c'est vraiment genre l'écurie de Formule 1 du 21e siècle, dernier cri, tout ça. L'usine, ok, c'est en train de se finir pour être très vite opérationnel. L'équipe technique, on part sur du Avengers bien assaisonné des enfers, ça peut faire très mal. Les partenariats, notamment avec Honda, etc., pareil, liberté et indépendance avec du risque évidemment. Mais si vous allez en F1 pour pas prendre de risques, faut changer d'activité. La voiture reste évidemment le plus gros problème aujourd'hui et in extenso, le process de développement qui foire depuis 2 ans parce que bon bah là visiblement ça va pas. Donc du coup c'est quoi les prochains problèmes ou en tout cas les prochains obstacles pour Aston Martin? Le premier, et pas des moindres, c'est de faire travailler tout le monde en synergie et au mieux. Les Avengers c'est cool hein, mais si on dérive sur Civil War entre Newey et Cardile par exemple, ça risque de tout faire foirer. Je me fais pas trop de soucis parce que le taulier là, Lawrence Stroll, s'il y a ce genre de problème, il va savoir le résoudre, je n'en doute pas. En revanche, si on avait toujours eu Otmar Szafnauer, résoudre là un problème entre Adrian Newey et Enrico Cardile, il y a un truc, tu te dis non, c'est... Dans l'affiche du film, tu dis il y a un problème. Alors il faut faire attention à ne pas avoir trop de leaders non plus et l'organisation doit être au top, surtout pour avoir de la réactivité dans l'entreprise. Plus vous avez de strates dans une entreprise, plus il y a de l'inertie entre la décision, la mise en œuvre et ses effets. Et en Formule 1, je vous apprends rien, tout ça, faut que ça aille très vite. Autre problème, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine, ou alors Borat, comme vous voulez, évidemment, Lance Stroll. Alors, c'est un problème, mais ce n'est pas le problème, du moins pour le moment. Ils ne se battent pas encore pour le titre. Au pire, ils perdent une place au constructeur, comme ça a été le cas l'année dernière par exemple, mais pour l'instant, c'est pas ça qui fait foirer absolument toute l'opération. En revanche, quand ça va commencer à jouer devant, va falloir arrêter de faire son Sergio Pérez, sinon Twitter ça va être Oppenheimer. On en avait déjà parlé dans la vidéo sur les pilotes payants, c'était l'année dernière je crois, mais on est à bout d'arguments pour défendre Lance Stroll sur ses résultats et ses capacités de pilote.
Le peloton devient de plus en plus fort, c'est pas un mauvais pilote, mais le niveau est tellement élevé que il est peut-être plus assez bon pour la Formule 1. Alors est-ce qu'un jour, Lawrence Stroll se séparera de son fils pour le bien de l'écurie ? Je ne sais pas, j'ai malheureusement envie de parier sur le fait que Lance Stroll sera toujours là et que Lawrence Stroll réussira malgré tout. Et ensuite, on a donc Papy Alonso. Ah bah oui, parce que le Alonso, il commence à se faire vieux, ouais, mais il sait toujours bien rouler, il roule très bien, il sait faire des miracles. Mais à moins d'avoir une Red Bull de 2023 et de scorer tous les week-ends pendant que Stroll fait mumus dans le peloton, ça va être un petit peu chaud de se battre pour le titre constructeur vu la concurrence. Mais encore une fois, on verra certainement des écarts bien plus gros en 2026 par le fait qu'on ait une nouvelle réglementation par rapport à 2024 et 2025. Donc si ça fonctionne, en 2026, faut foncer là. Faut vraiment foncer. Et puis donc, Alonso, là aussi, il n'est pas éternel et il arrivera un jour où il faudra le remplacer, quoi qu'il arrive. Son contrat se termine fin 2026, donc si c'est dans le coup, très certainement qu'il re-signera pour 1 an plus 1 an avec une option, tu vois. Sinon, si ça joue pas encore tout à fait le titre et que ça prend un peu trop de temps, etc., il raccrochera le casque tout simplement. Dans tous les cas, qui sera là pour le remplacer ? Eh bien, moi je verrais bien Carlos Sainz, qui correspond très bien à la marque et au poste de pilote numéro 1. Un George Russell, pourquoi pas, même si là, un petit peu moins, s'il se fait éjecter de chez Mercedes par un Verstappen, par exemple. Verstappen aussi, tout court, histoire de s'attribuer peut-être quelques couronnes mondiales de plus avec Adrian Newey, moteur Honda, machin, etc. Why not? Un Lando Norris qui se fait exiler de chez McLaren ou Oscar Piastri en train de prendre petit à petit le lead de cette écurie. Bref, le baquet Aston Martin va valoir de l'or d'ici quelques années si on part du principe que ça se passe bien. Et pour l'instant, malgré les quelques revers, l'année dernière et cette année en termes de développement, ça a scoré des podiums et surtout, c'est finalement plutôt raccord avec l'échéancier qu'avait prévu Papa Stroll. Mais il reste encore du boulot. Et on verra ce que ça donne en 2025, mais il va falloir faire attention à eux en 2026. Vraiment.